Donc l'association a été créée en 2006 par un groupe de parents qui avaient tous un enfant malade. On s'est rendu compte que chacun dans son coin, c'était un petit peu difficile de vivre avec ça. On avait besoin d'échanger, d'être informés. Et puis, par les médecins qui suivaient nos enfants, on a connu d'autres parents. Et c'est comme ça que l'association a démarré. Donc, initialement, on a beaucoup investi sur la fièvre méditerranéenne familiale. Parce que, qui est une des premières fièvres récurrentes héréditaires. Parce que, j'ai à côté ma mémoire. Voilà. Donc, qui est la première fièvre récurrente héréditaire, donc la fièvre méditerranéenne familiale. Et puis aussi parce que nous, parents malades, on avait des enfants qui étaient atteints de FMF, de fièvre méditerranéenne familiale. Depuis quelques années, on s'est beaucoup ouvert aux autres fièvres récurrentes héréditaires, dont le papa. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes là, pour qu'on puisse remplir un de nos objectifs premiers, c'est-à-dire l'information envers les malades et les familles malades. Alors l'information, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on est en train de faire, organiser des réunions qui vont vous permettre d'avoir des informations venant directement du médecin, et puis d'échanger entre vous, et puis avec nous. Aussi, ces réunions et ces ateliers nous donnent de la matière pour enrichir notre documentation. Donc avec cette matière, on fait des plaquettes. Donc à l'issue de cet atelier, on va élaborer une plaquette sur le papa avec la matière qui sortira de cet atelier. On en a fait d'autres. On a réalisé, comme vous pouvez le voir, un album pour enfants pour la FMF, donc pour la fièvre méditerranéenne familiale. On est en préparation d'un second. Il est où l'autre le livre-lié? Il est en préparation. On vous le montrera tout à l'heure, mais voilà la maquette. On a fait réaliser par des élèves d'une école en art appliqué, qui l'ont fait dans le cadre d'un stage. Donc un livre sur le papa à destination des enfants atteints du syndrome de Marshall. Voilà. Donc on est en train de chercher les budgets pour le faire éditer. Et on a également fait préparer un jeu de société sur les fièvres récurrentes héréditaires. Voilà le genre de choses qu'on fait par exemple pour les enfants. Et puis évidemment, toute la documentation que vous pouvez voir, autant les livres que les plaquettes qui sont à destination des familles et des malades, mais pas que, puisqu'ils sont aussi distribués dans les centres de référence, comme par exemple l'hôpital Mignot de Versailles, dont nous avons ici la représentante de Véronique Enguet. Et Cathy Priez, qui est également infirmière au service de pédiatrie du centre de référence de Versailles. Voilà, je ne vais pas trop m'éterniser parce qu'on pourrait parler de l'association et de tout ce qu'on fait, sauf si ma mémoire me dit que j'ai oublié quelque chose de capital. Ça fait 1 an que je me bats pour avoir cet atelier. Voilà. Donc ça y est, on l'a eu. Et je vais laisser tout de suite la parole au corps médical, on va dire. Hein. Voilà. Alors, moi je suis Véronique Enguet, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis médecin au centre de référence des maladies auto-inflammatoires rares. Donc je m'occupe entre autres des papas syndrome de Marshall. Alors habituellement, les ateliers, on va expliquer comment fonctionnait habituellement un atelier. On n'est pas à notre premier coup d'essai des ateliers. Les ateliers avec l'association ont un but très particulier, c'est échanger autour d'une expérience que vous avez, vous, en tant que parents, avec vos enfants et essayer de donner des pistes aux autres parents qui connaissent nettement moins bien la maladie ou qui rentrent dans la maladie, des idées comment gérer le quotidien. Alors c'est clairement pas quelque chose qui doit venir de la faculté, j'ai envie de dire, c'est pas la faculté qui vit avec les enfants au quotidien. Donc on ne connaît pas exactement comment vous gérez le quotidien et chaque parent va avoir une propre bonne idée, et puis l'idée c'est de mettre les bonnes idées tous ensemble et d'éditer une plaquette type comme vous avez là au milieu de la table, là juste au milieu, juste devant vous, sur le présentoir, donc pour essayer d'avoir une plaquette qu'on va pouvoir distribuer aux prochains parents de patients atteints avec un papa
pas, donc ils ont un syndrome de Marshall. Alors avant de discuter entre vous, en fait on voulait d'abord avoir une photo un peu ce que vous faites individuellement. Et pour ne pas vous laisser influencer par un tour de table, si on commence à parler, on voulait le faire par écrit. Donc on vous a préparé des QCM, on ne vous a pas dit que vous alliez devoir travailler en fait. Et donc vous allez devoir remplir cette feuille de QCM. Et après, cette feuille de QCM, en fait, elle est anonyme, hein, donc c'est vraiment, il ne faut pas mettre votre nom. L'intérêt, c'est de regarder ce qui a été fait dans la première, dans le premier jet que vous avez en QCM, et on la confrontera avec la plaquette qui va être écrite, hein, j'espère vraiment, après cet atelier. Alors, nous avons été un peu pris de court de notre succès, on ne s'attendait pas à autant de monde. C'est le premier atelier avec autant de parents. Donc en fait, je suis désolée, mais on va devoir être très discipliné pour y arriver, parce que sinon, demain matin, on y sera encore, si on est, je ne sais pas combien on est, mais on est une trentaine de personnes là, voire plus. Respectez vos temps de parole pour que tout le monde puisse parler et que tout le monde puisse apporter quelque chose à cette plaquette. Le but après, donc c'est Déborah, c'est comme d'habitude, Déborah qui va s'occuper de recueillir toutes les idées. Nous sommes filmés aussi, c'est pas pour voir ce qu'on fait, mais c'est aussi pour pouvoir diffuser après par les sites intranet les choses les plus importantes, si vous acceptez, des petits spots pour que les gens qui viennent se connecter sur des sites intranet, pour qu'ils puissent avoir des informations beaucoup plus précises et globales de ce qu'on a décidé en fait ici tous ensemble. Alors, moi j'ai un petit garçon qui s'appelle Valentin et qui a maintenant 6 ans et qui est suivi par Madame Piette, Madame Eugène à Versailles, à Mitamino. Il a des crises qui reviennent toutes les 5 semaines, donc j'ai à peu près la chance que ce soit cyclique. Ces crises sont toujours les mêmes, c'est-à-dire je les vois arriver, je les sens arriver, c'est comme si on avait un petit don, on les prédit. L'enfant est très fatigué, il est pâle, il a énormément mal dans les jambes, enfin, c'est le cas de mon fils, et la fièvre vient tout de suite. Alors généralement ça dure 5 jours. Au départ les médecins n'ont pas trouvé ce que c'était parce que je ne voyais pas toujours le pédiatre, je voyais les généralistes, et les généralistes à chaque fois c'était c'est une angine, antibiotique, c'est normal, l'enfant doit faire son système immunitaire. Le système immunitaire doit se mettre en place. Jusqu'à ce qu'un jour, un pédiatre me dise « Je pense que votre fils doit souffrir du syndrome de Marshall ». Et ce pédiatre m'a envoyé vers le docteur Engel, et c'est là qu'on a commencé à mettre en place un protocole, plus ou moins. Alors moi, chez mon fils, les corticoïdes ne fonctionnent pas du tout. C'est bien le problème. Alors là, je dois essayer le Cortencil. Jusqu'à présent, j'ai essayé le Soluprel. Même si je lui donnais tout de suite en début de crise, le Soluprel ne faisait rien. C'est pas pour autant que la fièvre s'abaissait. Il continuait à avoir ses 5 jours de fièvre à chaque fois. Alors en moyenne, c'est 5 jours de fièvre. La fièvre peut monter jusqu'à 40, facile, dans les premiers jours. Alors quand il a cette fièvre, il n'est pas bien du tout. C'est comme s'il avait une grippe, sauf qu'il n'a pas le virus de cette grippe. Moi, je vois comme ça. C'est comme si nous, on avait une grippe, sauf qu'on n'a pas le virus à l'intérieur de soi, mais on a tous les symptômes d'une grippe. Jusqu'à présent, au niveau de l'absence scolaire, alors jusqu'à présent, moi j'avais la chance d'avoir fait une petite pause au niveau du travail. Donc quand il était petit, c'était moi qui le gardais. Et pour l'instant, comme il était encore en maternelle, je n'ai pas mis en place de PAI, mais je pense que je le remettrai en place à la rentrée parce qu'il rentre en CP. Et ça risque de poser un problème au niveau de ses nombreuses absences. Quand il était petit, il faisait des selles sanglantes, on pensait qu'il avait il faisait comme des rectocolites hémorragiques. Des fièvres à 41,3 comme ça. Maintenant, les fièvres se calment, c'est moins important, il y a pratiquement plus de sang. Ce qui est plus dur, c'est la grande fatigabilité, cette récurrence dans les crises. Et elle est augmentée par le stress. Donc là, il est en CE1, il va être très bon élève, donc il se met un stress pas possible. Donc le PAI, c'est super important parce que ça permet aux professeurs de comprendre. Nous, au départ, le professeur, il nous mettait au piquet parce qu'il ne comprenait plus 1 plus 1. Pour lui, ça faisait plus 2. Parce que quand ils sont fatigués comme ça, au niveau du cerveau, on leur a fait faire des on leur a fait faire électroencéphalogramme et tout ça. C'est comme s'il n'y avait plus personne. Lui, il ne suit plus. Il n'y a plus rien. Donc,
en classe, ça se voit, voilà. Donc aujourd'hui, nous, il est suivi par le docteur Conepo. Donc on monte à Paris une fois par an. Et elle pense que c'est un FAPA qui est en une queue de FAPA, il n'y a plus ces montées de fièvre. Mais par contre, il y a ces absences, tout le reste. Il est épuisé, il a des douleurs dans les jambes, les ganglions, la gorge. Mais il n'y a pas forcément la fièvre. Donc il y a des choses qui, avec le temps, il y a des choses qui disparaissent. Mais au niveau de la scolarité, c'est important qu'il y ait cette compréhension au niveau de l'école. Parce que à la maternelle ou en crèche, on les met plus à dormir, etc. Mais après, à l'école, il faut qu'ils suivent tout le temps. Donc, suivre tout le temps sans compréhension des professeurs, puis ils ne sont pas tous top en fait. Non. Donc, c'est vraiment bien d'avoir un PAI et des gens qui nous soutiennent. Comment vous gérez alors du coup? À part le PAI, donc il y va? Il continue à aller à l'école? Il a manqué une bonne vingtaine de jours depuis le début de l'année. Ouais. C'est-à-dire que nous, on le garde quand il est vraiment épuisé. Parce que bon, là, le problème, en fin d'année, il y a une répétitivité qui se crée. En début d'année, il manque peu. Parce qu'il a encore de l'énergie des grandes vacances et tout ça. Les crises, elles sont moins rapprochées pendant les grandes vacances. Mais alors là, en fin d'année, on enchaîne crise par crise. On est sur l'endurance. Il n'a pas le temps de se remettre, qu'il retombe. Et vous travaillez tous les deux, pardon? On travaille tous les deux. Tous les deux. Et donc, mais du coup, j'ai arrêté mon ancien travail et je travaille avec mon mari pour pouvoir me libérer et le garder. Donc parfois, c'est juste, je ne le mets pas le matin. Mais voilà, ce matin, la maîtresse, hier soir, donc on est parti à Paris. Donc, bien sûr, mal à la gorge avec ma mère, il n'arrivait plus à avaler, mal dans les jambes. Donc, ma mère m'a dit que je fais 20 mg de cortisone. Aujourd'hui, on a 20 mg. Avant, on était à 10. Donc, et ce matin, il était allé à l'école normalement. Mais j'avais envoyé un message, j'ai le portable de toutes les maîtresses, ou les maîtres. Et ne vous inquiétez pas, on gère à Raoul comme d'habitude. Parce que quand il y a communication, il y a compréhension. Et puis le fait que le petit, quand je dis il n'y a plus personne, ben, ça passe parce qu'ils savent qu'après ils rattrapent. Par contre, chez nous, moi j'ai exactement les mêmes symptômes. Et j'ai 36 ans. Et donc on m'a diagnostiqué le FAPA adulte. Voilà, donc, je suis un peu triste parce que bon, alors, le docteur Conepo qui nous suit espère que Raoul, ça va s'arrêter pour lui à 14 ans, dans ces eaux-là. Mais moi, elle m'a fait une sorte de dessin, fièvre méditerranéenne, on est dans une maladie imbriquée, un FAPA un peu bizarre. Donc, je ne sais pas s'il y a des cas où il y a des familles, mais on a exactement les mêmes symptômes. Là, j'ai arrêté la colchicine. J'ai arrêté la colchicine, j'ai plein d'aftes à nouveau. Mais c'est aftes, mal dans les jambes, douleurs articulaires, angine, sorte d'angine, ganglion. Ça dure à l'âge adulte chez certains cas. On va finir le tour de table. Je suis en train de noter les choses qu'on va répondre. Bonjour, moi je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Ethan, qui a 4 ans et demi. Il est suivi chez le docteur Engen. Avant de rencontrer le docteur Engen, c'était la galère. Des fièvres pendant 5 jours, 40,5, les frissons, et à rien comprendre, jusqu'au jour où mon pédiatre a découvert, c'est mon pédiatre qui a découvert la maladie, qui m'a posé le diagnostic et qui m'a dit qu'il avait le syndrome de Marshall. J'ai rien compris, ça a été la douche froide. J'ai dit non, c'est une angine, c'est rien d'autre. Et puis tout doucement, ça a fait son chemin et il m'a dirigée vers l'hôpital de Versailles. Et je suis arrivée chez le docteur Engen et ça a complètement par contre changé ma vie. Parce que j'ai appris à gérer les crises, parce que je faisais n'importe quoi par contre. La cortisone, j'en ai beaucoup trop donné, parce que le pédiatre ne connaissait pas bien la cortisone. J'en donnais 5 jours, 5 fois, 3 ou 4 fois de 20 mg, donc il prenait 60 à 80 mg. Et c'était beaucoup trop, donc elle m'a appris à gérer ces crises. Et Ethan a grandi, donc il verbalise. Dès qu'il a des douleurs articulaires ou des actes, les actes, je les vois rapidement. Et dès qu'il a des douleurs articulaires, il me dit, donc très rapidement, entre 6h à 12h, je lui donne la cortisone. Et très rapidement, sa crise chute. En plus de ça, nous, on l'a fait opérer des amygdales il y a 15 jours.
parce que le docteur Engen, par rapport à Ethan, m'a conseillé. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a pu opérer son enfant des amygdales et s'il y a un recul par rapport à ça. Paraît-il que ça marche bien sur le syndrome de Marshall. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas de recul. Mais par contre, moi, depuis que je donne la cortisone entre les 6h et 12h, ça fonctionne très bien, il n'y a plus de fièvre qui monte. Voilà, donc ça dure une journée. Donc ça a complètement changé ma vie depuis que j'ai appris à gérer les crises. Voilà. Par contre, il est en moyenne section. Moi, je n'ai rien dit à la maternelle. C'est les conseils du docteur Engen. Pour l'instant, comme il est en maternelle, quand il y a des absences, voilà, je justifie par une angine ou autre. Mais je n'ai pas mis de PAI encore en place parce que c'est uniquement la maternelle. 3 ans et demi, et Liron 2 ans. La première est diagnostiquée papa. Le deuxième, on prend le même chemin, je pense, je ne sais pas, on verra. La première, elle a été diagnostiquée il y a même pas un mois, donc c'est récent pour nous. Voilà, des crises, elles, par plus long. Elle, c'est entre 10 et 12 jours de fièvre. Elle a 4-5 jours au-dessus de 40. Et après, ça diminue, 38-39. Ça monte vraiment 41,5, 42, largement. J'ai eu plusieurs fois des convulsions, soit c'est monté à 42. Voilà, le quotidien est difficile parce que c'est vraiment toutes les 2-3 semaines. Donc elle n'a même pas le temps de se remettre. Paradoxalement, elle est très bien. Elle m'étonne, enfin moi je suis étonnée, moi j'ai pas le temps de récupérer une nuit. Et elle, elle est en pleine forme, j'ai du mal à comprendre. Jusqu'à 38-39, elle pète le feu, il n'y a aucun problème. Au-delà de 39, ça commence à fatiguer un peu. Voilà, l'école, sur un an de scolarité, je pense qu'elle a dû faire 3 mois. Et encore, je pense que je suis large. Voilà, je ne travaille pas, donc je peux la garder à domicile. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir qu'elle puisse suivre à l'école. Le Solupred, on ne l'a pas utilisé encore, parce que le médecin qui la suit, le docteur Grimprel à Trousseau, n'est pas forcément pour. Il nous l'a conseillé vraiment en cas de grande nécessité, vacances, ou voilà, des choses comme ça. Elle n'a pas d'AF, on n'a jamais eu d'AF. Elle, c'est pareil, c'est angine, à chaque fois angine. Mais le pédiatre qui la suit, il fait le test, là, voilà. Et à chaque fois, il est négatif. Donc, on a eu la chance qu'elle n'a jamais pris d'antibiotiques de sa vie, sauf une fois pour une otite. Donc, ça a été un peu mon truc en France. Voilà. Le deuxième, lui, a des fièvres moins hautes. Ça monte à 39-40. Mais il a des diarrhées aiguës qui durent pareil 8 à 10 jours. Voilà. On dit, on commence, je ne sais pas. On me dit que c'est pas génétique, je veux bien, mais alors pourquoi les deux longs? C'est ça ma question. Voilà. J'aimerais les aider, j'aimerais qu'ils se sentent mieux, qu'ils aillent mieux, que leur vie au quotidien soit plus facile. Voilà. Moi, je suis la maman de Titouan, qui est là, qui a 7 ans. Donc, Titouan, lui, il a fait des crises depuis l'âge de 2 ans, donc ça fait 5 ans. Il a été diagnostiqué quand il avait 4 ans, et moi, je suis aussi suivie à l'hôpital de Versailles. Donc, en gros, pour faire court, on a effectivement à peu près les mêmes diagnostics. Moi, il a un PAI, il a eu un PAI en moyenne section et en grande section. En moyenne section, cette crise durait 5 jours sans cortisone. En grande section, on a commencé la cortisone, donc ces crises duraient plus que 2 jours. En revanche, elles se sont rapprochées. Donc, on est passé à plus de 18 jours, mais 18 jours pile. Donc, il était malade 2 jours, fatigué après 2 jours, et donc ça, c'est tous les 18 jours en grande section. Du coup, il a loupé au moins 5 bons jours par mois. Mais le PAI était merveilleux en ce qui me concerne, puisque du coup, il y avait un autre rapport par rapport à l'infirmière, à la directrice de l'école, à la maîtresse. Il n'a pas du tout été considéré comme un enfant à part, mais comme un enfant même pas différent, mais bon, donc il fallait, voilà, c'est le grand frère qui prenait les cours
tous les soirs et on essaie de récupérer les cours. Et pour l'année de CP, du coup, devant l'intensité des crises, je ne le conseille pas forcément, mais moi j'ai décidé d'arrêter de travailler parce que j'avais un gros poste. Et donc je travaille aussi de la maison comme madame. Et du jour au lendemain, en fait, il a complètement espacé ses crises. Voilà. Alors, c'est pas chaud, hein. C'est pas chaud, voilà. Donc il a été vraiment bien malade pendant 4 ans. Et le jour où j'ai arrêté de travailler, enfin le jour non, où j'ai vraiment arrêté de travailler en entreprise en tout cas, et ben il est plus vraiment tombé malade en fait. Hein. Voilà, donc là ça fait 1 an, c'est son année de CP, c'est pour ça aussi que je viens aujourd'hui. Donc là il a fait que 3 crises. En une année, sachant que je m'étais arrêtée de m'occuper de lui à la maison. Voilà, et il va presque bien. J'allais dire aujourd'hui, il est fatigable. C'est vraiment le mot fatigable, c'est-à-dire qu'il a peu d'endurance. Il a des ganglions qui restent en permanence. Hein. Il a souvent mal à la gorge encore et des ganglions. Mais plus ces crises de fièvre à 41, parce qu'on est à chaque fois à 41. Donc, à suivre. Voilà. Si je peux rajouter du coup juste quelque chose. Ah oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que nos 2 enfants sont dans la même école. Ah oui, d'accord. Ma grande était dans la classe de Titouan et c'est la maîtresse. La maîtresse qui a un peu discuté avec moi en disant moi j'ai un petit garçon qui est dans la classe, ça ressemble. C'est bien. Voilà. Il faut nous l'amener à l'association, la maîtresse. C'est la maîtresse de Titouan qui avait ma grande avec. Oui. Et qui avait la grande, et du coup j'ai pu donner ce petit livre que moi j'avais. Voilà. Avant, parce que ça avait mis du temps à Bah, arriver chez le oui, professeur, donc ouais. du coup. Oui, on a attendu, oui, facile. On a galéré pendant 1 an et demi, 2 2 ans. c'est pas beaucoup par rapport à certaines gens qui sont autour de là. Je suis la maman de Zoé, qui a 4 ans et demi. Et donc la première année de sa vie, elle n'a jamais rien attrapé, même pas un rhume, quoi que ce soit. Et puis un petit peu après 1 an, donc elle a commencé à faire des très fortes fièvres, donc 40, 41, tout de suite, très vite. Et très fatiguée, pendant 5 jours, quoi, elle n'a rien à pouvoir faire. Et par contre, elle était suivie donc, par une pédiatre et très vite, très vite, elle a eu la suspicion de Marshall. Et donc, elle nous a orientés vers le docteur Guillaume Kremlin-Bicêtre. Donc, on a fait des petits examens qui ont permis d'écarter la fièvre méditerranéenne. Et donc, du coup, on a très vite démarré, à partir de 2 ans, on a démarré le Soluprel. Et au fur et à mesure du temps, on a augmenté les doses et on est arrivé à avoir 2 doubles doses poids par crise. Donc, ce qui correspondait sur les derniers temps à presque 50 mg, 2 fois 27 mg. Donc, et ça n'a pas pour autant réduit le nombre de jours de fièvre ni les symptômes. Donc, du coup, depuis quelques mois, donc ça va faire 4 mois maintenant, le docteur Guillaume nous a proposé d'arrêter la cortisone, le Soluprel, et de démarrer la colchicine, qui normalement est utilisée dans la fièvre méditerranéenne. Donc en fait c'est un petit comprimé qu'elle prend tous les jours, là on est à 1/4 de comprimé, qu'elle prend en dose quotidienne. Et parce qu'en fait c'était vraiment rapproché, on était à 2-3 semaines avec ce Soluprel. Donc ça devenait ingérable, surtout qu'elle est en première année d'école, donc ça c'est vraiment c'était impossible à gérer, quoi. Et donc avec la colchicine, ça s'est vraiment modifié. C'est-à-dire qu'on n'est plus à des températures de 40-41 sur 5 jours. On est toujours sur 5 jours en termes de fatigabilité, de symptômes, de mal-être, etc. Mais on n'est plus sur des 40-41. C'est-à-dire que dès qu'on a 40 ou 41, ça arrive bien sûr, mais on a une meilleure réponse du coup au Doliprane et à l'Advil, qu'on n'avait pas du tout avant. C'est-à-dire qu'on pouvait lui donner du Doliprane et de l'Advil après avoir pris les 2 jours de Soluprel, elle restait toujours à 40-41, la fièvre n'en descendait jamais. Qu'avec la colchicine, c'est on a une bonne réponse au niveau de la fièvre. Par contre, les symptômes sont identiques. Donc, des très fortes douleurs au ventre, une jambe très faible, et ne tient pas debout en fait. Donc, on a les mêmes symptômes, mais avec une réponse plus gérable au niveau de la fièvre. Voilà, donc sinon, au niveau
on y travaille tous les deux, donc au niveau des congés, enfin voilà, on pose nos congés, et puis le reste du temps, on a les grands-parents qui nous aident un peu. Sinon, on a fait nous un PAI, puisque du coup, comme elle est sous colchicine, il ne faut pas qu'elle prenne de pamplemousse. Donc c'est tout bête, mais donc il a bien fallu qu'on fasse un PAI pour que au niveau de la cantine et au niveau de l'école, ce soit pris en charge, quoi. Voilà. Et puis aussi parce qu'on trouve qu'on a un bon dialogue avec la maîtresse, et puis quand elle a ses crises, elle ne mange pas du tout. Donc après, une fois que la crise est terminée, elle a faim, très souvent, voilà. Et donc ça, la maîtresse, elle le prend bien en charge. C'est-à-dire qu'elle a une petite boîte avec des gâteaux pour Zoé, et elle sait que après la crise, elle va solliciter la maîtresse parce qu'elle va avoir faim. Et donc ça, ne serait-ce que pour ça, je trouve que c'est important, le PAI. Voilà. Moi, je suis la maman de Quentin qui a 11 ans, c'est le second d'une fratrie de 3 enfants. Donc Quentin est malade à des fièvres récurrentes depuis très longtemps. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça a commencé. Moi, j'ai le souvenir de moyenne section maternelle. On a diagnostiqué le syndrome de Marshall que l'année dernière. On allait voir Dr Engel, donc on a eu beaucoup de temps. À chaque fois, c'était angine. Enfin bon, on a passé 9-10 ans entre pédiatre, ORL et autres, sans savoir ce que c'était. Donc voilà. Depuis un an, donc, il est suivi à l'hôpital de Versailles. On a fait pas mal de tests, on a écarté pas mal de choses, donc a priori le syndrome de Marshall. Et on a essayé pour la première fois au mois de janvier la cortisone. Et depuis, c'est le chamboulement total, parce qu'en fait, la cortisone a stoppé tout de suite le syndrome. 2 heures après, il n'avait plus rien, il passait de 40 à 37. Après, il a rechuté 2 fois. C'est-à-dire 2 fois de suite à 2-3 jours plus tard, puis à 1 semaine plus tard. Donc sur sa durée habituelle de 5 jours de fièvre à 40. Bon, au niveau symptômes, c'est toujours la même chose, c'est ganglion, aphte, fièvre à 40, donc il est au lit, et voilà, anorexie. Et depuis, donc c'est un peu le chamboulement dans le sens où j'ai l'impression qu'il a fait 2 crises, mais une première crise où il n'a pas eu du tout de température, il a eu très mal à la tête et ganglion, torticolis. Et puis une deuxième là dernièrement, où là il a eu la fièvre à 40, mais que pendant 2 jours, et ganglion, on va dire. C'est ça le problème. Voilà. Autrement, jusqu'à maintenant, on avait géré comme on pouvait, c'est-à-dire entre nounou, mamie et congé. Et puis au niveau scolaire, on n'a jamais mis en place de PAI, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Mais ça s'est toujours bien passé, dans le sens où, bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, on l'a expliqué aux enseignants. Et il y a toujours eu un relais avec les petits copains qui donnaient les devoirs à récupérer. Quentin s'est jamais plaint même s'il était très mal, il s'est jamais plaint de sa maladie, il a toujours été très courageux pour rattraper au niveau scolaire. Donc là il est en CM2 et il suit très très bien au niveau scolaire, il n'y a aucun souci. Donc on ne sait pas trop si on est en train de sortir de la crise ou pas, on espère, on est confiant. Lui je dirais qu'il s'est pas mal habitué quand même à son syndrome, dans le sens où il disait comme ça j'ai rien d'autre, et ça arrivait tous les mardis, il savait que voilà ça allait lui tomber dessus, il dit c'est vrai, et voilà il était KO pendant 5 jours, et là dernièrement il a été malade pour la première fois, il a eu mal à la gorge, enrhumé et tout ça, alors qu'on ne l'a jamais connu enrhumé. Et il dit, oh là là, il est en train de partir et il ne me protège plus tellement le syndrome. Donc c'est un peu bizarre. Voilà, mais bon, on espère. Un ORL aussi. Donc il a été opéré des amygdales puisqu'on pensait que c'était des angines à répétition. Les aftes ont commencé à arriver. Donc moi, mon fils, il a la fièvre méditerranéenne et le syndrome de Marshall. Voilà, on a combiné les deux cette fois-ci. Donc à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai été voir un médecin que ma soeur m'a dit, écoute, viens, il y a un nouveau médecin qui m'est arrivé sur 45, viens la voir. Donc elle me fait faire tout un bilan sanguin et il est porteur du B51. Elle ne savait pas ce que c'était. Et elle m'a envoyé à Bicêtre, le docteur Rossi, qui m'a reçu tout de suite. J'ai téléphoné, dans la semaine qui a suivi, j'avais le rendez-vous. Et donc on a fait plein de tests à Nathan. Elle m'a posé le diagnostic en disant, voilà, c'est ça. Donc les aftes, les douleurs de ventre, les jambes douloureuses à plus pouvoir marcher,
enfin, des hurlements. Moi, le gamin, il hurlait, on ne savait même plus comment faire pour le porter. Et puis, donc, il a pris Soluprex, Célestel, enfin, des quantités qui ont été, pour un tout petit, assez importantes. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit au docteur aussi, ça ne fait plus d'effet. Advil, ibuprofène, tout ce qu'on voulait, ça ne faisait plus d'effet. Et là, Nathan, il est depuis 2 ans sous colchicine. Ça va faire 2 ans. Alors, moi, je suis déjà à un demi-comprimé. Mais on a commencé tout de suite, vraiment un gros traitement. Depuis qu'il est sous colchicine, il en fait beaucoup moins. Ça dure beaucoup moins longtemps. Mais quand il m'en fait, il en fait 3 dans le mois. Après, je vais être tranquille un mois. Et puis, ça recommence. Donc, moi, j'ai fait un PAI à l'école. Parce que moi, à l'école, on me disait, oui, il ne dort pas assez, il est tout le temps fatigué, il est blanc, il est cerné. Il a pas... on me disait que j'avais un train de vie avec les enfants qui était hallucinant. Et donc, du coup, j'ai été voir la maîtresse quand le diagnostic a été posé là, il y a 2 ans. Donc, il est rentré à sa première année maternelle et j'ai été voir tout de suite la maîtresse en disant, voilà, Nathan, il a ce syndrome-là, voilà comment ça va se dérouler. Et je suis tombée sur une maîtresse exceptionnelle. Au départ, on ne m'a pas parlé de PAI parce qu'il n'y avait pas encore... Donc, la maîtresse a bien compris. Moi, dès que Nathan était pas bien, les 3 premières années, j'ai eu de la chance d'être en congé parental. Je n'ai pas eu le souci de l'école. Quand j'ai repris mon travail, j'ai une chance, je suis comme 2 mamans, je suis travailleur indépendant. Donc je peux m'appeler travailler. Et en fait, moi j'étais à l'école, quand il est en crise, vous m'appelez, je viens le chercher. Donc j'ai de la chance, on a les temps de 8, voilà, on a de la chance de se relayer. Et là, Nathan maintenant est migraineux. Donc on a fait le PAI par rapport à la migraine, parce que c'est dans des souffrances où il vomit, où c'est 4 jours au lit à ne pas pouvoir manger. Moi le mien, il ne mange pas non plus, hein. Il ne mange plus. Il est fatigué, il manque l'école, c'est régulier. Donc du coup, voilà. Donc moi, le PAI, je l'ai fait pour ça, pour que les profs, enfin, les maîtresses, j'ai été jugée, moi. J'ai été jugée comme quoi, en fait, le gamin avait une vie de patachon. Parce qu'il arrivait blanc à l'école, les yeux jusque-là, enfin bon, fatigué, il s'endormait dans les livres, en dessinant et tout. Et depuis qu'en fait, effectivement, le diagnostic était posé, que le médecin m'a fait un courrier, Nathan, il est considéré, alors pas comme un enfant malade, parce que je ne veux pas qu'il soit considéré comme un enfant malade, mais du coup, c'est faire l'épaule, enfin, j'ai une fille qui a 26 ans, qui épaule son petit frère aussi, on entoure Nathan, ceci étant, il faut faire très attention parce qu'on ne voit pas, il en joue. Voilà. Les mots de vente, en ce moment, il y en a beaucoup, c'est la fin de l'école. Mais alors c'est vrai que quand je suis en vacances, quand il n'y a pas ce système, parce que moi, il est en mi-temps thérapeutique à l'école, on a été obligé. Il était tellement mal. Quand il y a des gros stress, c'est horrible, les crises se déclenchent. Donc quand on est en vacances, il faut être tout le temps en vacances en fait. Et bien je sais pas, on est parti 15 jours l'année dernière en Vendée. Bon, il est sous colchicine parce qu'il ne faut pas il ne faut surtout pas arrêter. Mais du coup, j'ai pas eu de crise. On revient de vacances, il reprend l'école, le soir de l'école, 4 jours sans école. Voilà. Donc moi maintenant, c'est beaucoup par le stress aussi. Oui, c'est sûr. Corps humain sont dirigés vers l'inflammation. C'est ça qui se passe en réalité. Hein. Toute l'énergie est prise pour faire cette inflammation. C'est vraiment un peu le désert de Tartare. C'est se battre contre un ennemi qui n'existe pas. N'empêche que le corps fait tout, met tout en route comme si c'était si l'ennemi en face, la bactérie en face, c'était terrible. Hein. Donc ça pompe de l'énergie énormément et je pense que c'est dans ce cas-là en fait on a l'alimentation, après les enfants rattrapent après une fois qu'ils vont bien, on les réserve après. Donc, mais effectivement pendant les crises c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon médical l'altération de l'état général hein, qui est quand même le premier. Les corticoïdes permettent certes d'enlever un peu la fièvre hein, et faire en sorte que ça se passe mieux. Les signes d'accompagnement, le système immunitaire n'est pas totalement au repos. Voilà, moteur et psychique. Et donc du coup, effectivement, les conséquences sont qu'on est plus fatigué, qu'on va être aussi les petits, effectivement c'est classique, hein, ils ne se concentrent pas à l'école, ils sont ajoutés à l'école à ce moment-là, et et ça peut-être que moi je sais que c'est quelque chose qui a vraiment inquiété personnellement, je ne sais pas vous, mais mon enfant, le fait de plus savoir compter ou de ne pas savoir se débrouiller tout seul physiquement, il tremble en mangeant, etc. Je ne sais pas, il est exténué, le mettre dans une plaquette au niveau moteur et au niveau psychologique, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a vraiment une fatigue et des répercussions, ça peut peut-être les rassurer, de dire mais c'est normal. Nous on a été rassurés quand le mois dernier le docteur connaît pas, il dit oui, c'est normal.
Mais je crois que quand vous dites les ratios, je crois que la question de l'inquiétude, elle est à 90% chez les parents et très peu chez les enfants. Moi, je suis la psychologue de l'association de la FFMF, donc je reçois tous les parents, les enfants qui veulent venir dans le cadre à travers les médecins qui envoient les parents vers nous. Quand je reçois très souvent, les gens appellent pour leurs enfants. La plupart du temps, je reçois, bien sûr, je reçois les enfants et la famille, mais je reçois plus souvent après les mères ou les pères ou les couples, pas très souvent les enfants au fond, parce que eux, ils sont effectivement, comme disait Véronique tout à l'heure, faisant des éponges. Donc à partir du moment où vous êtes rassurés que voilà, ils prennent, mais c'est pas très très grave, ben, ce sera pas très très grave. Oui, mais à partir du moment où c'est dit, on sait que c'est... Ah ben bien sûr, le diagnostic, ça c'est la première étape. Et ça c'est la première étape. On le sait nous pour avoir reçu des errances médicales, c'est, je veux dire, nous dans le cadre de l'association, on ne vous reçoit que quand ça a été diagnostiqué, puis vous venez vers nous quand c'est déjà identifié. Évidemment, alors moi j'ai reçu beaucoup de parents qui viennent parler de ça, parce qu'effectivement, Véronique, à partir du moment où le diagnostic est posé, de toute façon il y a déjà une angoisse. Ça c'est évident, mais avant le diagnostic, évidemment, l'angoisse elle est là. Sur ça, on va pas pouvoir agir, j'ai envie de dire, parce que il faut que les parents arrivent plus vite avec leur enfant en consultation spécialisée. Et ça c'est compliqué. Parce que ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que oui, mais on est dans une maladie orpheline, une maladie rare. Alors elle est fréquente entre guillemets dans les maladies rares. C'est une chance, dans le sens où un certain nombre d'entre vous ont eu le diagnostic posé par le médecin traitant ou par le pédiatre traitant. Il y a des maladies orphelines à votre goût, c'est-à-dire vraiment pas fréquentes du tout. C'est sûr que les diagnostics ne sont jamais posés par les médecins en ville. Il faut savoir qu'il y a plus de 5000 maladies orphelines, on est plutôt à 6000 en fait aujourd'hui recensées, et que même le cerveau d'un médecin, même s'ils sont pas toujours d'accord avec ça, n'empêche qu'on n'est pas capable d'apprendre les signes cliniques de 6000 maladies rares en sachant qu'il fallait des. Donc évidemment, vous êtes tous là aujourd'hui, vous ne vous connaissez pas, on est ravis que vous soyez là. On serait ravis que vous soyez adhérents à notre association parce qu'on a vraiment besoin de vous, des adhésions. Et puis, donc on a des bulletins c'est 25 € par an, donc c'est pas beaucoup. C'est vrai que voilà. Et puis je vais pas dire rentrer dans une grande famille parce que c'est autre chose, mais c'est être avec nous et c'est nous aider à continuer ce projet. Comme je vous ai dit, moi, en 2006, je suis rentrée dans cette association comme simple maman malade. Et puis, je me suis investie. Ellie, c'est pareil. Déborah, c'est pareil. On est rentrés comme simples parents, comme vous aujourd'hui. Et puis, petit à petit, on s'est un peu plus investi. On a connu le conseil scientifique. On s'est un peu rapprochés. Et voilà, aujourd'hui, je suis présidente et les trésoriers. Déborah est notre responsable du bureau. Et voilà, et on avance comme ça. Et on a besoin d'avoir des gens qui travaillent avec nous, qui nous aident, encore une fois, bénévolement, parce qu'on est tous là pour nos enfants. Voilà. Il y a 6 séances qui sont prises en charge. Alors après, s'il s'avère qu'il s'agit d'autre chose, parce qu'on l'a dit aussi parfois, c'est d'autres problèmes afférents à la maladie proprement dit, ça peut être adressé à une thérapie dans un hôpital. Mais en tout cas, pendant 6 séances, on peut s'étaler parce qu'en fait, ça dépend c'est absolument gratuit pour l'association. Oui, en général, je vais vous donner mon nom, mais voilà, en général, Déborah donne les coordonnées, et puis elle et puis moi, je vous rappelle, c'est en direct, ça passe directement par moi. On répète, l'association prend en charge 6 consultations par adhérent. Et parents. Voilà. Moi, ma fille suivait avec la Nicole, voilà. Et ça l'a beaucoup, énormément aidé. Et moi aussi. Ça a aidé beaucoup de nos enfants. Voilà. C'est ça qu'il faut
vraiment sur la douleur. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on donne des corticoïdes, même si c'est magique, il faut quand même voir ce qu'on fait derrière pour les symptômes qui restent. Mais moi je trouve que c'est un point de la plaquette essentiel et enfin, moi j'en prends vraiment conscience. Je savais qu'il était dans la souffrance et la réponse des corticoïdes nous a l'a soulagé, nous aussi. Non pas, on voit bien que les crises elles continuent, même si elles sont un peu moins fréquentes, etc. Mais je trouve qu'ils souffrent moins. Et ça c'est un truc pour nous, c'est c'est essentiel quoi. Donc on se pose même plus la question de savoir est-ce qu'il faut ou pas donner de la cortisone, je sais pas quoi. À partir du moment où il y a un truc qui marche et que l'enfant souffre moins, déjà, mais il y a ça, mais je pense que tout à l'heure on l'a ébauché, mais c'est vachement important. Ces enfants ils sont dans la souffrance, ils sont aussi dans une sorte d'hyper-émotivité, en tout cas oui, de stress, donc ils génèrent des problèmes de concentration et même ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur d'une situation, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut... Quels sont les moyens, et ça je pense que dans la plaquette, il faut que c'est vraiment une place importante, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider ces enfants. Moi j'ai essayé le sport par exemple, et il a souvent mal, il est très vite essoufflé, donc je ne suis pas sûre que le sport soit la réponse adaptée. Donc voilà, quelles peuvent être un peu les réponses. C'est vrai que là, on revient sur le psychisme finalement. Ce que vous décrivez, c'est quelque chose qu'on a avec toutes les fièvres. J'ai envie de dire, c'est pas typique papa. Les enfants avec une maladie auto-inflammatoire sont des enfants qui sont souvent plus dans le stress, plus dans la recherche de la perfection à l'école, de se mettre tout seul la pression. C'est des enfants qui réussissent à se mettre tout seul la pression. Et je pense que le rôle en tant que parent et en tant qu'éducateur autour, c'est justement réussir à les rassurer et à enlever cette pression. On vit dans une société où on a beaucoup de pression. C'est pas facile d'enlever la pression on vit dans une société avec la pression. N'empêche que c'est un rôle de parent. Et après, effectivement, les activités sportives très intensives, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen pour gérer justement ça. Parce que là aussi, on est trop dans la compétition. Alors après, effectivement, il faut trouver des réponses à l'intérieur de chaque niveau. Des activités manuelles. Il y a des activités sportives qui sont moins agressives. Donc, alors ça ne fait pas beaucoup aux jeunes, le tai chi et compagnie. N'empêche que certains arts martiaux qui sont moins agressifs peuvent tout à fait convenir. Tout entendu et pas du tout écouté, et qu'il faut finir le devoir maintenant à la seconde, c'est contre-productif. Donc de nouveau on revient sur la communication avec l'école. Mais laisser l'enfant le plus possible avec ses copains. L'école n'a pas seulement un rôle d'apprentissage, il y a un rôle social très très important. Et un enfant qui se retrouve souvent à la maison, 5 jours tous les 3 semaines, ça fait beaucoup. Loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur quand même. Chez les enfants, c'est vraiment vrai ça. Si le petit copain n'est pas là, surtout les petits, ils ne vont pas aller venir chercher. Ils se retrouvent seuls vite. Donc, si c'est possible de l'envoyer, il faut l'envoyer. Mais oui, si c'est possible. Voilà, si c'est une souffrance pour lui, c'est pas la primaire, on n'a jamais pu, quand il était vraiment au roscoe, on ne pouvait pas l'envoyer à l'école. C'est pour ça que là, il avait qu'une envie, et il le dit parce qu'il est plus grand, mais qu'on lui fiche la paix et de rester au lit. Et puis après, une fois qu'il était un peu mieux, il récupérait sans aucun problème ses devoirs. Et à partir du moment où on a des médicaments symptomatiques qui permettent justement d'enlever ce truc en disant vraiment fichez-moi la paix, l'Advil. C'est pas là où suite. Un petit mot sur l'Advil. L'Advil, vous me voyez aux urgences, je ne donne pas l'Advil. Vous me voyez en consultation, c'est mon premier médicament sur l'ordonnance. Mais voilà, c'est moi, en consultation, pour la c'est simple non. raison qu'on ne traite pas la même chose. L'Advil est un anti-inflammatoire, comme son nom l'indique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va freiner le système immunitaire. Lorsqu'on a une infection, on a tout intérêt que le système immunitaire travaille, parce qu'il va mieux se dépatouiller avec le microbe qui est en face. Donc effectivement, aux urgences, je ne prescris jamais d'Advil. Sauf si j'ai Mais en consultation, lorsque je vois des patients avec des maladies auto-inflammatoires, le problème c'est que le système immunitaire travaille trop pour rien. Donc on va le freiner. Si on donne des corticoïdes, on freine 10 000 fois plus qu'avec l'Advil.
Donc il y a toujours le même problème. Si c'est une crise, il vaut mieux donner de l'Advil, ça va être plus efficace. Et à partir du moment où vous avez donné de l'Advil, vous allez récupérer une activité du paracétamol. Voilà, donc c'est le paracétamol tout seul. Mais c'est normal que le message est fièvre, pas d'Advil. Parce que fièvre, nous en tant que maman, parce que moi je pense, après c'est pareil, hein, je ne remets pas en question, mais je pense que le meilleur des médecins, c'est quand même le regard de la mère. Mais elle ne souffre pas, encore une fois, autant que ce qu'on a pu entendre en fait. Elle a une très forte fièvre à 42, pas de problème. Non, quand elle a 42, non, elle est au lit, elle ne bouge pas, mais elle ne dit rien. Maintenant, quand je lui demande, elle dit elle a mal à la tête, oui, mais pas ailleurs. Mais moi c'est pareil, hein. Moi la mienne, elle me dit, je lui dis t'as mal, moi j'entends une douleur articulaire. Elle a 4 ans. Elle a 3 ans et demi, elle a très bien, elle a une otite externe il n'y a pas longtemps. Moi j'ai très mal à l'oreille, bon, au bout de 2 jours, je me suis dit, bon, peut-être quand même on va faire quelque chose, elle avait une otite externe. Donc elle arrive quand même à... Au début de la crise, elle a très mal au ventre, oui, ça c'est vrai, elle a très mal au ventre. Après, elle n'en est pas d'aide. Après, c'est tout, c'est douleurs. Après, c'est là que c'est prostrée, elle ne peut plus réagir. Et votre médecin vous a jamais parlé de la cancer? Ah si, il lui a donné ce traitement, mais il m'a dit vraiment en cas de force majeure.